septembre, la France comptait toujours 62% des nappes phréatiques en dessous des normales de saison, dont 18% à des niveaux très bas. Alors même si notre région a été un petit peu épargnée, eh ben on va en parler dans cette émission spéciale avec mon invité Thierry Watin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'agence de l'eau Artois Picardie. Alors, un constat, c'est qu'en France, la sécheresse est bel et bien là. La région a, semble-t-elle, été un petit peu épargnée. Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Est-ce qu'on peut faire un état des lieux finalement? Oui, alors on peut dire que ça va un peu mieux cette année que l'an dernier. Vous vous souvenez, l'été 2023 avec une sécheresse assez forte et puis surtout qui s'était prolongée avec une sécheresse en automne et en hiver. Bon, là, on a maintenant, depuis l'été, eu un peu plus de précipitations. Toujours rappeler que les pluies qui ont lieu à partir du mois d'avril jusqu'au mois d'août, c'est des pluies qui sont totalement captées par la végétation et par l'agriculture. Elles ne remplissent pas les nappes. Ouais. Malgré tout, ces précipitations ont quand même rechargé les nappes sur le littoral. Un peu moins dans l'intérieur du bassin. Donc, comme vous le disiez très justement en introduction, on est quand même à un niveau des nappes à l'intérieur du bassin qui reste en dessous des niveaux de la normale. Ne pas trop nous réjouir, parce qu'en fait, j'ai envie de dire, ne pas crier victoire, parce que tout se joue maintenant. Ça veut dire que c'est là, l'automne et l'hiver. Hein. La période, les 6 mois de rechargement des nappes, eh ben, c'est automne-hiver. Donc, ce qui a été les précipitations de l'été, très bien pour les cultures, très bien pour la végétation. Maintenant, ce qui va recharger les nappes, c'est les pluies de l'automne et de l'hiver. Et c'est ce qui nous a manqué l'an dernier. Donc, vraiment, on croise les doigts. Ça veut dire qu'il ne faut pas voir les choses à courte durée. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a un peu souvent l'habitude de dire il pleut, tout va bien. Non, il faut voir cette affaire sur une trajectoire longue. On sait que le changement climatique va aller vers du réchauffement. Donc, c'est une trajectoire clairement progressive. Et on sait très bien qu'à un horizon 2050, ici dans le bassin, il y aura en gros un manque d'à peu près 20% de rechargement des nappes. Donc de toute façon, il ne faut pas crier victoire et surtout se préparer dès maintenant à être économe en eau. Il faut se préparer à être économe en eau. Nous sommes justement allés vous poser la question dans la rue. Est-ce que vous avez déjà changé votre comportement ou pas? Eh bien regardez, réponse en images. Est-ce que je change ma consommation d'eau? Oui. Comment? En faisant plus attention, notamment par exemple lors des douches, faire des douches plus courtes, moins de lave-vaisselle, des lessives avec un programme plus court. Pour être honnête, je change pas vraiment mes habitudes, c'est-à-dire que j'ai toujours été un peu responsable, c'est-à-dire pas des douches trop longues, le robinet pour se laver les dents, etc. Je pense que je pourrais plus le faire, mais je n'ai pas la motivation au quotidien de le faire. On essaie de faire attention aux arrosages, à tout quoi. On lave moins la voiture. Lorsque je lave des légumes, par exemple, j'arrose les fleurs, je fais attention de fermer bien les robinets chaque fois que je me lave les mains ou les dents, par exemple. Je continue de faire ma vaisselle, je continue à prendre des bains. Je sais que c'est pas franchement très bon pour l'écologie, mais je continue à le faire. J'ai des bêtes en extérieur, donc je continue à leur donner de l'eau de robinet pour qu'elles puissent boire. Donc non, je change rien du tout. Bon, alors il y en a qui changent, il y en a qui sont très bons, il y en a qui sont, je vous voyais réagir pendant le micro-trottoir. Évidemment, le bain, non, préférer la douche, ça on commence à le savoir. Les messages commencent à passer. Pour autant, on a entendu un problème de motivation. Comment on peut encore... comment on peut motiver les gens qui n'ont pas encore saisi peut-être l'enjeu aussi c'est toute la difficulté que nous avons d'arriver à convaincre. Ça passe par vous, ça passe par beaucoup de communication, ça passe malheureusement par des étés très caniculaires. Enfin, je pense que les gens sont quand même marqués encore d'avoir eu un mois de septembre avec des températures à 30 degrés ou plus dans certains... Voilà, on voit bien ce qui se passe à Mayotte, on voit bien ce qui se passe dans certains pays. Alors, on n'en est pas là, mais il va falloir continuer de convaincre. Moi, je suis très heureux de voir que parmi les gens que vous avez interrogés, il y a déjà des gens qui font des économies d'eau. Ce qu'on avait déjà dit, c'est-à-dire, finalement, c'est assez simple de faire 20 ou 30% d'économie d'eau pour le citoyen. Ce que dit ce jeune homme, voilà, une douche de 5 minutes, c'est 30 litres d'eau économisée. Ça suffit, cet effort-là suffirait si tout le monde le faisait.
Eh ben, il faudrait que tout le monde le fasse, en effet. Alors évidemment, il y a des objectifs, des ambitions qui sont fixées. Parlons notamment du plan eau. Alors, le plan eau, il s'inscrit dans la politique gouvernementale. Hein. Oui, alors le plan eau, le président de la République a présenté ce plan de transition écologique, qui est un plan global sur comment on produit moins de carbone, on produit moins de gaz à effet de serre, mais tout y contribue, les forêts, la végétation. Évidemment, le plan eau a été un des plans précurseurs de cette planification écologique. Il est doté de 500 millions d'euros pour les agences de l'eau, mais il va mobiliser, je dirais, toute la société, et notamment sur cette question de sobriété. Parce que finalement, le plus facile et le plus rapide à faire pour se prémunir sur ces problématiques de sécheresse, c'est vraiment de tous faire un effort. Et donc, l'objectif fixé au plan eau, c'est 10% d'économie d'eau à l'horizon 2030. Alors vous voyez, je parlais d'un citoyen qui demain peut faire 20% d'économie d'eau. C'est à la portée de tout le monde. Nous, avec l'argent du plan eau, on va pouvoir aider les industriels, les agriculteurs à se doter de dispositifs économes en eau, mais aussi les collectivités. Et je pense même qu'on va lancer des appels à projets pour que les collectivités dotent les citoyens de choses très simples, par exemple, comme des mousseurs. Un mousseur sur un robinet, c'est 30% d'économie d'eau. Oui, donc en tout cas, ce plan eau, c'est quoi? 53 mesures, c'est ça, pour l'eau? C'est autant de mesures? C'est 53 mesures. Il y a tout ce qui concerne effectivement la sobriété, mais il y a tout ce qui concerne le rechargement des nappes phréatiques, ça c'est très important, la désimperméabilisation des sols, la renaturation, la protection de la ressource, la protection des captages aussi, ça c'est très important. On voit qu'on a aujourd'hui des captages d'eau qui sont en difficulté. Voilà, c'est aider aussi, par exemple, à la réutilisation des eaux non conventionnelles. Ça, c'est très important. Dans notre bassin, par exemple, on a des gisements d'eau non conventionnelle qu'on n'utilise pas. Par exemple, ce qu'on appelle les eaux d'exor. Dans les mines, vous avez un stockage d'eau phénoménal qui sont laissés là. Alors, on ne peut pas l'utiliser pour l'eau potable immédiatement, mais on peut la traiter, la réutiliser pour certains usages. On peut aussi, par exemple, récupérer l'eau des stations quand elle sort, quand elle est traitée. On peut maintenant, on sait qu'on a des processus qui permettent de la récupérer et de la réutiliser aussi pour des usages qui ne sont pas forcément eau potable, notamment pour l'agriculture. Voilà. Tout ça, c'est toutes ces mesures qui vont être financées par l'agence de l'eau. Et je pense qu'on aura ici, dans le bassin, beaucoup de moyens. Et donc, on est en train d'engager ce processus dès cette année. Dès cette année, ça démarre, avec une trajectoire, évidemment, sobriété forte. On l'entend dans vos... Voilà, une trajectoire qui va beaucoup dépendre des citoyens. Je pense qu'une grande partie, ça va être l'économie d'eau potable au robinet, la douche. Mais on va aussi mobiliser, par exemple, les fuites. Vous savez que dans ce bassin, on a à peu près 60 millions de mètres cubes qui sont perdus dans les réseaux. Et ça, c'est un gros... Donc, on espère en récupérer au moins 15 millions de mètres cubes. Voilà, on espère aussi beaucoup sur la réutilisation d'eau non conventionnelle. Et puis, on va demander au secteur économique de faire aussi beaucoup d'efforts, que ce soit l'industrie ou l'agriculture. Voilà. L'agriculture, vous en parlez justement, c'est un enjeu aussi important, parce qu'on sait que les agriculteurs, et c'est toujours un peu le débat, ils ont besoin évidemment d'eau, souvent, mais pour autant ils travaillent aussi sur de nouvelles cultures. Je vous propose tout de suite de regarder ce reportage sur la filière chanvre que vous soutenez et qui se développe en région, et on en parle juste après. Vincent Bosch, président de la coopérative de TH de lin à Calira, dans la région d'Abbeville, et président du GIE Chanvre Textile des Hauts-de-France. Nous sommes historiquement une coopérative de TH de lin textile. Nous sommes confrontés un petit peu aujourd'hui à des changements climatiques qui viennent un peu perturber le cycle du lin textile de printemps et qui est facilement impacté par des périodes sèches ou des périodes de stress de température. Donc du coup, on a rassemblé les 4 coopératives de TH des Hauts-de-France et on a décidé de créer le GIE, d'acheter une machine avec le soutien de la région et de l'agence de l'eau Artois-Picardie
et de mettre en place des essais. Ensuite, l'Agence de l'eau nous soutient aussi sur tout ce qui est expérimentation. Voilà. C'est pas seulement sur l'achat d'une machine, c'est aussi sur le temps passé, sur les expérimentations menées. L'intérêt pour eux du chanvre, enfin l'intérêt tout court, c'est que c'est une plante qui ne demande aucun produit phytopharmaceutique. C'est une plante qui peut être cultivée en zone de captage, qui peut être cultivée partout. Et la différence du chanvre avec le lin, c'est qu'il est très peu consommateur d'eau. Le chanvre couvre très très vite le sol. Donc ça a deux avantages. Le premier, c'est que ça étouffe les mauvaises herbes, donc pas besoin de désherbage. Et le second, c'est que ça limite l'évapotranspiration du sol. C'est une culture qui a un cycle court aussi, donc ça se sème fin avril, début mai. Donc par contre, ça demande des bonnes terres, des bonnes qualités de terre. Donc voilà, on cherche la densité de semis qui sera la meilleure. Une fois que c'est semé, après, on ne touche à rien jusqu'à la récolte. Il n'y a plus aucune intervention. Il est fauché et coupé en deux simultanément pour reposer des nappes au sol qui vont être identiques à nos nappes de lin. Comme le lin, il y a un phénomène de rouissage qui va permettre de séparer la fibre du bois. Et en général, on va enrouler plutôt sur la deuxième quinzaine de septembre. C'est difficile de se projeter parce qu'on connaît peu du matériel de récolte qui est encore expérimental, qui demande à être amélioré pour améliorer les débits de chantier, jusqu'à notre marché potentiel. Il y a encore beaucoup d'inconnus. Aujourd'hui, on ne connaît pas vraiment le potentiel du marché du chanvre. C'est une source de fibres longues supplémentaire, puisque voilà, on a un marché qui est fort demandeur en fibres textiles longues naturelles. Donc pour nous, c'est un complément. Donc c'est ce qui sort après le teillage. Donc en fait, visuellement, ça ressemble plutôt à de la filasse de lin. Donc c'est moins doux, ça paraît plus rêche. Donc on a l'impression qualitativement ce serait moins bien qu'un lin. Et en fait, au terme des différents processus jusqu'à filature, quand vous sortez de filature, la différence entre le lin et chanvre est vraiment très faible, quoi. Voilà pour cette filière chanvre qui se développe. C'est une opportunité, là aussi? Alors ça, c'est une formidable opportunité parce que finalement, à la fois par rapport aux économies d'eau, mais aussi par rapport à la qualité de l'eau, nous avons besoin d'installer dans certains secteurs des cultures à très bas niveau de nitrates et de pesticides, hein, notamment dans les zones de captage. Les captages prioritaires, où là, il faut vraiment qu'on mette assez peu, ou très peu, ou pas du tout de pollution aux pesticides. Et là, il se trouve qu'on a une culture qui n'en nécessite pas. Il ne nécessite très peu de pesticides, d'herbicides. Voilà. Et là, par ailleurs, énormément de qualité, parce qu'elle résiste également très bien à la sécheresse. Voilà, donc ça c'est parfait. Elle a un système racinaire qui permet de s'ancrer beaucoup dans les sols, de tenir les sols, donc de lutter contre l'érosion, mais aussi de permettre l'infiltration. Donc finalement, elle a toutes les vertus, parce que quand même, un point essentiel, c'est que quand l'eau tombe, il faut la garder. Et là, voilà, on a une culture qui permet l'infiltration de l'eau dans les nappes phréatiques, donc c'est vraiment formidable. Et donc nous, on va vraiment soutenir fortement ces cultures et cette filière. Et on sait que de nombreux producteurs de lin d'ailleurs font maintenant le choix du chanvre pour toutes ces raisons aussi, parce que le lin est beaucoup plus fragile entre guillemets en termes de culture. Et vous aidez financièrement. Dès cette année, on a une expérimentation avec un groupement d'intérêt économique qui va d'ailleurs être sur tout le bassin. En fait, qu'est-ce qu'ils vont faire? D'abord, ils vont s'équiper avec du matériel. Ça coûte très cher, hein, notamment une faucheuse. C'est près d'un demi-million, c'est 450 000 euros. Hein. Voilà, c'est très cher. Et puis surtout, ils vont essayer de développer une filière. Parce que c'est très bien de cultiver et de produire du lin, mais encore faut-il trouver un débouché économique. Et nous, on va financer toute leur recherche de développement de filière. Voilà, et ça, on le finance
finance dès cette année, on finance 40%, je dirais, de cette expérimentation. Et on espère bien qu'ensuite, effectivement, ça va déboucher sur un développement. Sur une vraie filière, beaucoup plus importante. Voilà. Très bien. C'est l'un des exemples parmi tant d'autres des choses que vous allez évidemment soutenir. On l'a bien compris, moins 10% de prélèvements en eau d'ici 2030. Ce plan eau est cet objectif ambitieux et nous y arriverons tous ensemble, avec vous aussi évidemment, chers citoyens. Merci beaucoup. Je vous remercie. Thierry Watin. Vous retrouvez bien sûr toutes les infos sur le site au-artois-picardie.fr. Merci, à bientôt.